Et Gilles Lallet a marqué de son empreinte le monde de la moto. En enduro, en rallye raid ou dans le microcosme du tout-terrain, le grand, comme l'appelaient ses proches, était respecté et le sera pour toujours. Hommage trop court au grand, parti trop vite. If you go, I hope you get there. If you get there, I hope you like it. If you go, I hope you get there. If you get there, I hope you like it. Comme pour sceller sa notoriété, Lallet nous a légué la course la plus dure du monde. C'était son idée, son but, désigner le meilleur pilote de tout-terrain dans une course d'une journée diaboliquement sélective. Il ne pensait plus qu'à ça, il ne parlait plus que de ça, et puis bon, c'était son truc, il voulait que ce soit tout fait au millimètre près, quoi, à son image. Bon, c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas là pour profiter de la gloire de cette épreuve. Il nous avait concocté quelque chose d'enfer, et en plus le temps s'y met, je pense que c'est lui qui doit nous envoyer la pluie pour nous corser ça. 5 h du matin, les 100 concurrents qui ont relevé ce défi un peu fou se retrouvent au petit déjeuner pour la plus longue journée de leur carrière. À table, les visages sont quelque peu tendus. Tous redoutent cette course dont Lallet leur avait tant parlé. 6 h, Peter Hansel, Johnson et Cavandoli s'élancent en premier dans la nuit et sous la pluie. Juste derrière, Olivier, Mas et Edmondson leur emboîtent la roue. Tous les grands noms de l'enduro sont là pour rendre un dernier hommage à leur pote Gilles, mais aussi pour une confrontation qui leur plaît. Le programme du matin est calqué sur un enduro classique avec des parcours de liaison et des spéciales chronométrées pour établir un premier classement. Au total, 160 km à parcourir dans la matinée, bref, sur le papier, pas grand-chose de bien inquiétant. Et pourtant... C'est difficile, hein, oui, pas. J'ai vu le gars là qui m'a fait voir l'itinéraire, moi je connais, hein, à Saint-Pardoux là-haut. Ça doit se cabrer. Effectivement, pour certains, ça s'est franchement cabré. Dès les premières spéciales, la sélection commence et la Gilles Lallet classique fait ses premières victimes. En fait, cette matinée est un test pour dissuader les plus faibles, pour décourager les moins bien préparés, pour ne garder que l'élite. Car ceux qui ne passent pas dans ce genre de difficultés ne peuvent prétendre participer à ce qui les attend l'après-midi. Ce serait de l'inconscience. Comme prévu, les meilleurs enduristes se sortent sans encombre de ces premiers pièges. Ils ne sont pourtant déjà plus qu'une soixantaine et le premier d'entre eux s'appelle Alain Olivier. Et là, on commence à être un petit peu trempé. C'est un petit peu froid quand même. Les 100 pilotes sur ce village font une bonne pointe de masochisme. Mais en souvenir de Gilles, je pense qu'on peut faire beaucoup d'efforts et c'était un grand, donc à nous d'être grands comme lui. Puis enfin, les choses sérieuses commencent. Il est 15 h et tous les rescapés prennent place derrière une grille de départ. C'est véritablement là que commence la géniale idée de Gilles Lallet. Quand la grille va s'abaisser, les pilotes partiront pour une boucle infernale de 200 km autour de Perral-Château, le village de Gilles. Dans ce sprint géant, pas un instant de répit, le premier arrivé sera évidemment le vainqueur. Dès le départ, Stéphane Peter Hansel prend la tête, suivi de près par Cyril Esquirol et le reste de la meute. Mais quelques kilomètres plus loin, la hiérarchie a déjà changé. Alain Olivier et Sven-Erik Johnson sont passés devant. Peter Hansel, lui, a rétrogradé à la 5e place. Nous ne sommes qu'à la première demi-heure de course et les difficultés arrivent. Les premiers sont déjà passés, mais pour les autres, le gros de la troupe, le terrain commence à sérieusement se détériorer. Chaque concurrent qui passe creuse un peu plus la trace
Les embouteillages commencent, les esprits s'échauffent, les embrayages aussi. Chacun y va de sa tentative, certains essaient même d'éviter la difficulté, mais ça comporte souvent des risques. L'enfer de cette course, c'est que le piège suivant n'est souvent pas bien loin. À peine après avoir repris son souffle, la galère recommence. Voici exactement ce qu'il ne faut pas faire dans ce genre de situation. Et puis, il y a les bourbiers géants. Les enduristes appellent ça des moulards. C'est la hantise de tous les pilotes, où chacun a sa propre méthode pour passer, là encore, plus ou moins efficace. Voilà, le résultat. L'essentiel surtout dans ce genre de piège est de ne pas s'arrêter. Sinon, la boue agit comme de véritables sables mouvants. La moto s'enlise et pour la sortir, il est alors fréquent d'y perdre son sang-froid et un bon paquet d'énergie. D'accord, un, deux, hop. Attends, ça va y aller. C'est pas un chiffon là parce que je peux plus rien monter. Je glisse sur le garde-boue arrière. Passez-moi un chiffon, s'il vous plaît. Ça se passe comment la course? Ça se passe comment la course? Tu me demandes comment ça se passe la course. Tu veux savoir comment ça se passe la course? Va là-bas, tu vas comprendre plus vite. Mets des bottes, ah bah tu les as. Bah, va là-bas alors. Explique-moi, je suis pas allé. Ah bah vas-y. Tu vas comprendre, t'as de la merde jusque là. Et donc la moto, ça arrive jusque là. Et alors quand tu veux soulever la moto, tu vas jusque là. Et derrière encore. Puis alors faut que t'arrêtes parce qu'après t'es en apnée. Voilà en tout cas le plus sûr moyen de ne pas s'enliser. Pendant ce temps-là, Sven-Erik Johnson, le Suédois, a pris la tête de la course. Il possède plusieurs minutes d'avance sur son poursuivant direct. Il a pour lui deux énormes avantages. En étant le premier à passer, le terrain n'est pas détérioré et les bourbiers, par exemple, ne sont pas encore creusés. Forcément, ça passe plus facilement.
Et puis, en enduro, Johnson est une référence. Son manager, Fabrizio Azzalin, le surnomme Terminator. Rien ne l'effraie, il semble insensible à l'effort, infatigable, indestructible. Il se joue des difficultés sans broncher. Johnson est une machine à gagner. Plus c'est dur, plus il aime ça. Ravitaillement éclair pour tous les concurrents. Ici, juste le temps de faire le plein, de manger un peu, et c'est reparti. 6 minutes derrière, Alain Olivier s'accroche à sa seconde place. Il sait qu'il ne peut rien faire pour rattraper Johnson, mais reste à l'affût si le Suédois venait à connaître des problèmes. La course est tellement dure que tout semble pouvoir basculer très vite. T'as pas beaucoup perdu, t'as 30 secondes de plus que tout à l'heure. Comment? Franck Rivière, surprenant 5e, profite de son expérience de trialiste pour se hisser parmi les meilleurs. Tu les gants laine dedans ou pas? Non. Tiens, vite, vite. C'est froid? Et ta gourde? Ah, je commence un peu là parce que on s'est mouillé dans des flaques là. Salut. Bon, je suis trempé, c'est pour ça que je fais un peu froid là. T'es tombé? Non, non. Tu le vois ça ou pas? C'est à force de passer dans ces bourbiers, là, l'eau remonte par-dessus la tête. Tu le vois? Non, ça va aller. Non, remarque, tout à l'heure, c'est bon. Mets-toi à droite, là. Mets-toi à droite. C'est bon? De l'eau. Alors c'est comment? Génial. Superbe. Pas trop dur? C'est dur. Mais on est plus dur. Bourbier, tu angoisses, tant. Quand t'arrives, tu sais pas si tu vas passer, où il faut aller, il y a des traces partout, des anciennes traces. Tu vas jusqu'au bout? Ah bah ouais. Le temps que nous là pour... Nous on fait rester au lit ce matin. La nuit tombe sur Peral-Château et ils ne sont plus qu'une vingtaine à tenter d'arriver au bout. Les autres ont déclaré forfait, épuisés, découragés ou simplement mis hors course. Pour les 22 qui finiront sur les 100 engagés du matin, la performance prend des allures d'exploit. C'était très dur, mais je pensais pas que ça soit aussi dur que ça quand même. C'est la course la plus dure que vous ayez faite? Oui. Ouais. Aussi technique, aussi dur, aussi tout aussi long. Ouais, c'est la plus dure. Comme on pouvait s'y attendre, Sven-Erik Terminator Johnson remporte cette course et les 50 000 francs qui récompensent le vainqueur. Il passe la ligne d'arrivée 6 heures après le départ, avec 15 minutes d'avance sur Alain Olivier. Alain Olivier, héroïque, sauve sa seconde place alors que Edmondson, 3e, vient chatouiller son garde-boue arrière dans la dernière difficulté épuisante de cette course, appelée montée du Corbeau Mort. Une côte quasiment infranchissable après 400 km passés sur la moto. Est-ce qu'il y a des moments dans la journée où vous vous êtes dit c'est pas possible, il faut que j'arrête? Non, non, parce que quand j'avais un petit moment comme ça, je pensais tout de suite à Gilles. Et je sais que bon, il voulait cette course, en plus il pleuvait, je crois que c'est ce qu'il voulait, donc ça m'a toujours remonté le moral et j'ai toujours été de l'avant, je crois, en pensant à lui. Thierry Charbonnier finit 4e, juste devant Franck Rivière qui termine épuisé, tout comme les 22 concurrents qui passeront la ligne d'arrivée. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez pensé abandonner? Non, non, non. Non, parce que bon, j'étais venu là bon, pour Gilles, pour Catherine. Et jamais j'aurais abandonné. De toute manière, j'aurais été jusqu'au bout, même si je finissais à 11h59, vu que c'est minuit la mise hors course, et j'aurais fini. Détruit, complètement détruit, à sec, plus d'énergie, il faut pas me demander de faire 100 mètres à pied, je suis naze. Le 22e concurrent arrivera 4 heures après Johnson, particulièrement fatigué mais tellement heureux de faire partie de l'élite. Gilles Lallet voulait faire la course la plus dure du monde et il y est arrivé car tous les ingrédients étaient réunis pour y parvenir. En fait, il ne manquait que lui. Je voudrais remercier évidemment le motoclub Ferratoire, sans qui on n'aurait jamais pu réaliser cette épreuve. Je voudrais remercier aussi tous nos partenaires qui étaient des amis de Gilles. Et puis évidemment les pilotes qui ont été merveilleux, qui se sont défendus comme des chefs et qui ont été, je crois, très sensibles à tous les spectateurs. Merci.